De vous retrouver ce matin. Est-ce que vous m'entendez correctement? Si vous pouvez mettre un petit mot dans le chat. Super. Bonjour Olivier, bonjour Bérangère, Stéphane, Elsa, Isabelle. On va se donner encore deux petites minutes. En attendant, d'où est-ce que vous êtes? Vous êtes connecté en France, en Europe? Par la dernière fois, on avait un Canadien qui était connecté. Où est-ce que vous êtes ce matin? Metz, Île-de-France à Château, à Lyon, Bordeaux, Chambéry, Séoul. Waouh! Génial. Lyon, région parisienne. Hello Jean-Michel, hello Carole. Niort, OK. Paris. Bien. Eh bien, écoutez, on va démarrer doucement. Ça fera venir les suivants. J'aime bien commencer à l'heure. Je trouve que c'est important aussi d'être modélisant dans les messages qu'on passe et la manière dont on fait les choses. Et je trouve que la ponctualité, justement par rapport à la thématique des réunions, est un sujet qui est très, 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 très important. Alors, la conduite de réunion, c'est un sujet qui est extrêmement quotidien et que moi je relie aux transformations, et je vais vous expliquer pourquoi et comment en fait arriver à faire de la conduite de réunion un levier de transformation. Cette conférence en fait fait partie d'un cycle de conférences que j'organise sur la réussite des transformations. On l'a fait sur le flow, sur la méthode de conduite du changement à Certaré, sur la gestion des résistances. Si vous voulez voir mes précédentes conférences, elles sont disponibles alors sur mon profil LinkedIn, et puis sinon vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, de manière à répondre au mieux en fait à vos préoccupations. Ce que je vous propose, c'est de me prendre quelques minutes pour mettre dans le chat votre domaine d'activité et puis la problématique à laquelle vous souhaitez répondre en venant voilà, ce matin et participer à cette conférence. C'est quoi votre domaine d'activité et quelle est la problématique à laquelle vous voulez répondre? Secteur médico-social, cadre de direction, OK. Et la problématique, Stéphane, en quelques mots? Éviter la perte de temps, ça c'est un bon sujet, et des réunions qui s'éternisent, qui s'éternisent, qui s'éternisent, c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent. Merci Stéphane. Ressources humaines, optimiser les réunions. OK. Accompagnement à la conduite du changement, conseil orga, chercher l'efficience. OK. Alors c'est un sujet très, très générique, très large. Conseil au manager, coaching, BTP second œuvre, chercher l'efficacité du message. OK. Du message, est-ce qu'on peut essayer de qualifier, Philippe, ce que vous recherchez? C'est euh, conseil, capter des idées nouvelles sur la transformation des réunions. OK. Manager achat, New Tech sont confrontés aux différences. Ça, c'est un bon sujet, se confronter aux différences. Première étape, accepter ses propres différences et les valoriser. Favoriser l'action, OK, formatrice, facilitatrice, des réunions efficaces et engageantes pour que les participants viennent de bon cœur, et contribuent de bon cœur. Du plaisir à être en réunion. Effectivement, on va voir que mobiliser, c'est très, 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 très important. Secteur hospitalier, des équipes multidisciplinaires avec des priorités divergentes autour de projets d'amélioration continue. Et oui, là, on va parler d'alignement, d'être aligné sur des objectifs. Comment être plus efficace en équipe pour réaliser les changements nécessaires. OK, super. Et ben merci beaucoup pour ces quelques éléments.
Maintenant, pourquoi cette conférence? Moi, ça commence à faire longtemps que je travaille, ça fait à peu près 25 ans. J'ai vu et essayé beaucoup de choses et j'ai eu pas mal d'échecs en fait, si je me retourne, je me suis quand même planté assez souvent. Et ce qui est important, en fait, c'est pas les erreurs qu'on peut faire par rapport au changement, c'est surtout de se dire, à partir des erreurs ou des difficultés que j'ai pu rencontrer, comment est-ce que ça m'a nourri? Et moi, j'ai vraiment essayé de capitaliser sur mes expériences pour arriver à avoir le plus possible, en fait, une vision systémique de l'entreprise et se dire, mais en fait, pour résoudre une problématique de changement, il faut voir l'entreprise dans sa globalité. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux vraiment apporter, en fait. C'est vraiment ma vocation, c'est de faciliter les transformations, installer de l'agilité en apportant ce que moi je considérais être les piliers de la transformation, que sont la mobilisation des équipes, l'alignement des équipes et puis la structuration. Ces trois piliers sont absolument fondamentaux pour réussir une transformation. Et moi, j'ai trois champs d'intervention pour répondre à ça. Le premier champ, ce sont les exécutives. S'il n'y a pas un ancrage important de la part des exécutives, ça ne peut pas marcher, ou en tout cas, ça marche très difficilement. Il y a quelques semaines, une responsable change me disait le CODIR fonctionne en silo, ça manque de vision, on est vraiment en difficulté pour gérer les priorités et y avancer. Et ben, c'est l'exemple parfait. Donc, le premier pilier, c'est les exécutives, qui a un ancrage et puis une mobilisation du CODIR. Le deuxième, c'est sur la conduite du changement. C'est un métier maintenant à part entière. Et si on veut avoir une capacité de transformation importante et que ça se passe bien, la conduite du changement est indispensable. Et le troisième levier qui est en lien avec le second de conduite du changement, c'est la conduite de réunion. La conduite du réunion, c'est tous les jours, c'est tout le temps, c'est à la fois pour le quotidien et à la fois pour les transformations. Et pourtant, on peut quand même constater que ça ne se passe pas toujours très bien, les réunions, c'est souvent très long. On va voir quelques chiffres un petit peu plus loin. Donc voilà, moi, ce que j'aimerais en fait, c'est que vous ressortiez de cette conférence en se disant, ah, tiens, voilà une manière de voir les choses et d'aborder la problématique que je trouve intéressante. Et tiens, voilà vers quoi je veux aller, voilà ce que je vais commencer à faire pour commencer à installer du changement et à amener plus d'efficacité dans mes transformations et là plus spécifiquement dans la conduite de réunion. Alors, comment on va aborder cette thématique aujourd'hui? Moi, je vais vous présenter mes principes qui sont vraiment les miens, que je n'ai pas vu ailleurs d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est vraiment là, vraiment une conséquence de l'expérience que j'ai eue et de toutes les expérimentations que j'ai pu faire. Je vous présenterai ma méthodo. Après, c'est ma méthode et je la mets en œuvre de manière vraiment très, très sur mesure, hein. C'est pas calqué à chaque fois, donc ça dépend vraiment du contexte. Donc, je vais vous présenter la méthode de manière globale et si vous voulez savoir dans quelle mesure cette méthode peut s'appliquer chez vous et comment, et ben, à ce moment-là, prenez rendez-vous dans mon agenda. Vous avez en haut prendre rendez-vous, en haut de cet écran. Dans le chat, vous avez aussi un lien pour aller directement sur mon agenda et ça vous permettra de savoir dans quelle mesure vous pouvez installer cette méthode et avancer sur votre problématique. Voilà, et puis vous l'avez également sur le campus pour prendre rendez-vous. Alors, une première question, moi j'aime bien rentrer dans les sujets avec une question pour poser un peu, poser le sujet avec les participants. Deux questions, donc je vous invite à mettre deux chiffres dans le chat. Combien de réunions avez-vous par semaine? Est-ce que c'est 3, 4, 5, 10? Et sur quel pourcentage est-ce que vous faites autre chose que l'objet de la réunion? Alors on est entre nous, hein, on n'a pas posé de règle de confidentialité, mais on est entre nous. Euh, allez, essayons d'être un petit peu honnêtes. Donc 10 réunions et sur quel pourcentage faites-vous autre chose que l'objet de la réunion? 756%, d'accord. 10 réunions, alors jamais autre chose, mais c'est difficile. En effet, plus de 15 réunions,
5 réunions et 20%, OK. 3 réunions et 10% à faire autre chose. 15 réunions, 30%, à parfois faire autre chose, hein. Bon, évidemment, c'est pas permanent. 40%, 10 réunions, 10%, 6 réunions, 10%, 10-15, plutôt respectant l'heure du jour, ça c'est super. Plus de 15, 80%. Ah, ça, c'est un très, très, très bon sujet. Là, il y a une vraie alerte. Plus de 15 et 80%. Comment les réunions sont-elles organisées? 8 réunions, 25%. 15, 10%. OK. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un nombre de réunions qui est très important, avec une tendance à faire autre chose. Alors, si on regarde quelques chiffres, hein, maintenant, donc ça, ce sont vos réponses. Euh, les études montrent, et là c'est celle d'OpinionWay de 2017, qu'il y a grosso modo 10 réunions par semaine pour les cadres et que ça représente 27 jours par an. 27 jours par an de réunions. Okay, moi, dans certaines organisations, parce que j'en vois beaucoup, pour certains c'est beaucoup plus. Moi je connais, voilà, j'ai vu vraiment des personnes qui sont en réunion quasiment les trois quarts de leur temps. C'est assez incroyable, avec des réunions qui peuvent durer 3-4 heures très régulièrement, et souvent, ou en tout cas parfois sans compte rendu. Deuxième aspect élément de cette étude, 44% à vous faire autre chose pendant les réunions. Et ça, effectivement, c'est une difficulté, parce que quand on va avoir des décisions partagées et un engagement collectif, on a besoin que tout le monde soit là. Et puis, le plus grave, j'aurais tendance à dire, c'est ce troisième point, c'est 3 réunions sur 4 qui n'aboutissent à aucune décision. 3 réunions sur 4 n'aboutissent à aucune décision. Alors, effectivement, merci Jérôme, je pense que ça doit être Jérôme qui dit ça. C'est 2017, donc post-Covid, ça doit être effectivement encore plus, et particulièrement avec les réunions distancielles, puisque en 2017, on était plus sur de la réunion présentielle. Maintenant, je pense qu'effectivement, ces chiffres sont encore plus élevés. Alors, pour moi, le challenge, il est triple, et il est complètement aligné sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Bonjour Madagascar. Le challenge, en fait, il y en a trois. Il n'y en a pas un, il y en a trois. Et les trois ont besoin de s'installer de manière concomitante. On a besoin de mobiliser. Il n'y a pas de réunion efficace si on ne mobilise pas chaque acteur de la réunion. Et s'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être là, et ce moment-là, c'est un point de vigilance, hein, de qui on a besoin pour cette réunion, qui a besoin d'être informé. Mais ce n'est pas parce qu'on a besoin d'être informé qu'on a besoin d'être à la réunion. On a des comptes rendus pour ça. Donc, le premier sujet, c'est la mobilisation. Il y a un autre sujet qui est tout aussi important, c'est l'alignement. Quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, en disant, bah, voilà, il y a des divergences, on ne voit pas les choses de la même manière. Oui, l'alignement, c'est quoi l'objectif de la réunion, hein? J'ai vu beaucoup de réunions où l'objectif n'était pas posé. Et discuter d'un sujet n'est pas un objectif. Discuter d'un sujet, ce n'est pas un objectif, hein. Un objectif, c'est quel point on cherche à atteindre, quel livrable on veut avoir à la fin de cette réunion. Et puis, il y a un troisième sujet qui a tendance aussi à passer souvent à la trappe, c'est la notion de structure. Comment on structure la réunion? Est-ce qu'on a un temps de partage, de démarrage pour se mettre en lien tous ensemble? Est-ce que c'est en mode brainstorming et chacun dit ce qu'il veut? Est-ce qu'on fait un tour de table et on prend le temps de s'écouter et on structure après et on décide ensemble? Voilà, la structuration est super importante. Donc ça, ce sont mes trois piliers. Et ces trois piliers, en fait, ils sont valables autant pour une transformation que pour la conduite d'une réunion. Alors, il y a pour moi, dans la manière dont je travaille, j'ai vraiment une culture bottom-up, c'est-à-dire d'arriver à faire travailler pour engager les équipes, parce que c'est ce qui est le plus efficace en termes de pertinence de contenu. Les équipes savent bien mieux que tout le monde ce qu'il faut faire, donc autant leur demander de le faire. Et puis c'est responsabilisant et engageant,
de pouvoir soi-même contribuer à un changement. Donc, pour moi, le cadre des références est très important et on va voir juste après quel est le bénéfice d'avoir un cadre de référence en matière de conduite de réunion. Le deuxième aspect qui est important, c'est d'avoir un objectif et des indicateurs. Je passe mes journées à dire et à redire, c'est quoi l'objectif, c'est quoi les indicateurs, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les indicateurs. Pourquoi? Parce que pour pouvoir améliorer quelque chose, il faut pouvoir le mesurer. On ne peut améliorer quelque chose que quand on est en, en possibilité de le mesurer. Donc, et c'est valable pour les réunions, hein, il peut y avoir des critères qualitatifs, quantitatifs, et on va le voir un petit peu plus loin. Le troisième aspect, eh ben, c'est tout l'enjeu en fait de la conduite de réunion, c'est comment installer le changement. Je vous parlais de mon deuxième pilier tout à l'heure, qui est la conduite du changement. En fait, avec la conduite de réunion, euh, l'enjeu stratégique, il est dans la conduite du changement. L'enjeu stratégique, il est dans la conduite du changement, tout simplement parce que si on avait une recette miracle, s'il y avait une méthode miracle qui fasse que bah, tout le monde soit efficient en réunion, et ben, ça se saurait et ce serait déjà installé. Donc, l'enjeu stratégique, il est sur la conduite du changement, donc on va voir comment procéder. Alors, pourquoi un cadre référence et qu'est-ce qu'on met dedans? Le cadre de référence, en fait, il permet d'avoir en fait des règles du jeu et une manière de faire qui soit standardisée dans l'organisation. Ça veut dire qu'on parle le même langage, ça veut dire qu'on a des comportements qui sont les mêmes et qui se transmettent beaucoup plus facilement. Ça veut dire que, évidemment, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, qui se diffuse bien plus vite et bien plus facilement, qu'on utilise aussi la potentialité des participants. Et ça, moi, ce que j'observe, c'est que souvent dans les réunions, bah, on a les extravertis qui parlent et puis les introvertis qui sont souvent un petit peu oubliés. Donc, quand on a des pratiques qui sont structurées et qui sont un cadre de référence pour l'organisation, on a beaucoup plus de chances de pouvoir utiliser toutes les potentialités des participants de la réunion. Évidemment, on gagne du temps. Et puis, évidemment, au final, on a une efficacité des réunions qui est améliorée. Alors, sur le quoi, en fait, et là, je vais être très succinct parce qu'en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas le quoi. Il y a des tas de bouquins qui existent sur comment bien préparer, animer et rédiger un compte rendu. Il y en a plein. Et je ne dirais pas qu'il y en a une qui est merveilleuse, l'autre. Voilà. Ce qui est important, en fait, c'est qu'à un moment donné, pour l'organisation, on se dise, ben, chez nous, c'est comme ça. Voilà. C'est comme une charte managériale. Une charte managériale, ça consiste à dire, ben, chez nous, un bon manager, c'est un manager qui a tel comportement. Et d'une entreprise à l'autre, ça peut changer et c'est OK. Ce qui est important, c'est d'avoir un cadre de référence. Alors, pour bâtir ce cadre de référence, moi j'ai donc une recommandation à vous faire. Je vous dis comment je fais. Je vous ai dit que je le faisais en bottom-up, c'est-à-dire en amenant une équipe à construire ce cadre de référence. Alors évidemment de manière accompagnée, mais je mets en général, je mets 10 à 15 personnes. C'est selon la taille de l'entreprise et comment l'organisation est structurée. Je mets toujours un ou deux membres du CODIR, je mets toujours des managers et je mets toujours des collaborateurs. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais s'il y a des différences hiérarchiques, c'est compliqué. Bah, en fait, non, c'est pas compliqué parce que moi, je pose une règle et la règle, c'est un homme, une voix, ou une femme, une voix, une personne, une voix. Et ça, c'est mon job de cadrer les choses, de poser un cadre. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a besoin de structurer. C'est pareil, exactement la même chose quand on anime un groupe de travail pour produire un résultat qui est un cadre de référence, on donne les règles du jeu. Et voilà, les règles du jeu, c'est celle-là. L'énorme avantage, c'est qu'après ce cadre de référence, eh ben, tout le monde peut se sentir concerné en se disant, bah, tiens, ce cadre de référence, il a été élaboré par quelqu'un qui me ressemble, bah, qu'on soit au CODIR, qu'on soit manager ou qu'on soit collaborateur. Et il y a un autre avantage aussi, c'est qu'il ne peut pas y avoir de trou dans la raquette quand on représente l'intégralité des niveaux de l'organisation. On peut pas faire de bourde. C'est pas possible. Moi, j'ai plein d'expériences
Et à chaque fois, ça a été une validation générale avec éventuellement des petits ajustements, mais c'est vraiment à la marge. Donc il y a une vraie puissance, je crois énormément à de la mixité dans un groupe de travail, mixité de seniorité, hein, et de hiérarchie. La condition, par contre, qui est très importante, c'est d'avoir un vrai cadre qui soit posé au démarrage, stipulant qu'effectivement, on a une personne, une voix. Alors, sur l'objectif et indicateur, j'ai laissé la même illustration parce que pour moi, c'est également à ce groupe de définir l'ambition. Vous voyez, quand on a des objectifs qui arrivent d'en haut du CODIR, disant allez, demain vous allez faire ça, voilà ce que j'attends de vous, eh ben, c'est évidemment bien moins motivant que d'avoir un groupe de travail qui s'est réuni, qui a posé un cadre de référence et qui a dit aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on a ça comme problème. Et ben, ce qu'on veut pouvoir solutionner, c'est ça, et on veut atteindre tel type de comportement à tel horizon, tel type de comportement à tel horizon. Voilà, et il y a une dynamique qui s'installe qui est absolument considérable. Vraiment, moi, je le fais très régulièrement et je le fais sur ce sujet-là, mais je le fais aussi sur d'autres. Voilà, je travaille très souvent sur qu'est-ce qu'on doit changer pour avoir une qualité de coopération qui soit supérieure. Et ce sont les équipes qui trouvent les solutions. Les équipes trouvent les solutions. On a juste besoin de responsabiliser, responsabiliser, responsabiliser. Alors, le dernier point est important, c'est quel projet de changement pour la mise en œuvre? Alors pourquoi je mets ça? Parce que quand il y a des réunions qui sont standardisées, qui existent depuis longtemps, heu, c'est un vœu pieux ou en tout cas, c'est un chemin très difficile d'arriver à changer les pratiques sur des réunions qui existent depuis longtemps. Parce que les gens ont leurs habitudes et changer des habitudes, bah, c'est pas simple. Donc, et c'est en ça que, la conduite de réunion devient, en fait, un levier de transformation. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que, j'utilise ces nouvelles pratiques avec des projets de changement et idéalement un projet stratégique où on va dire: «Ben, voilà, on a tel projet stratégique à mettre en œuvre et ben, voilà, on a telle étape et durant cette étape, on va avoir des réunions et ces réunions, elles vont se passer un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de faire». Et en fait, l'objectif n'est plus la réunion, l'objectif, c'est le changement. Et ça change tout, en fait. Si vous formez une équipe ou une population en leur disant, bah, écoutez, vous allez être plus efficace, vous n'aurez pas d'engagement. Pourquoi? Parce que c'est déconnecté de leur quotidien, c'est déconnecté de leurs enjeux. Ça a beaucoup plus de sens pour eux de leur dire, écoutez, on a ce projet machin là, il est super stratégique pour l'organisation. Si on ne réussit pas ça, on se met vraiment au risque. Voilà. Donc, on a une feuille de route pour pouvoir le mettre en œuvre. Dans cette feuille de route, il va y avoir un certain nombre de réunions. Ces réunions, elles vont se passer un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Et là, pour le coup, le sens est beaucoup plus important et ça devient véritablement un levier de transformation. Euh, alors, j'essaye de regarder en même temps les questions parce que je ne les ai pas beaucoup regardées. Oui, un très bon point sur la durée des réunions. Et en ligne, par exemple, on fait des petites réunions de 15 minutes le matin, des réunions de 15 minutes debout d'ailleurs. C'est très, très, très efficace. Et ce qui est très important, mais on ne va pas aller là sur le contenu des réunions. Ça va peut-être vous étonner, mais en fait, le sujet n'est pas le contenu des réunions. Ou plutôt la manière d'organiser les réunions. À nouveau, c'est la conduite du changement. C'est comment je mène le changement qui est fondamental. Euh, alors, maintenant, je vais vous donner les étapes, moi, que j'utilise pour installer un changement comme celui-là. La première des choses, la toute première des choses, c'est le lien avec la stratégie d'entreprise. Vous n'avez pas le droit, en tout cas, je vous le déconseille très fortement, de démarrer un projet qui soit déconnecté de la stratégie d'entreprise. Pourquoi? Nous avons besoin de sens. Nous avons besoin de sens et on a besoin d'avoir la big picture et se dire, ben, le cap
vers lequel on va, c'est celui-ci, et ce que je fais et ce qu'on me demande de faire est directement en lien avec ce cap. Le deuxième aspect, c'est de mobiliser l'équipe contributrice. Alors, on peut le faire de deux manières différentes. Soit dire, ben voilà, on voudrait démarrer ça, qui a envie de participer? Moi, je suis plutôt partisan de sélectionner, de se dire, bah tiens, par rapport à ma connaissance des uns et des autres, voilà, au CODIR, je demanderais bien à un tel, au niveau des managers, je demanderais bien à un tel, et au niveau équipe, je demanderais bien à un tel, sachant qu'il y a une vraie dimension stratégique hein, sur le choix des personnes. Idéalement, de prendre des personnes qui sont influentes, évidemment, qui sont plutôt moteurs, mais parfois, emmener un résistant, avoir un résistant, mais qui va être embarqué dans l'équipe, ça peut aussi être utile. Donc, il y a une dimension stratégique sur le choix des personnes à qui on va le proposer. Ensuite, évidemment, on mobilise l'organisation en communiquant sur le fait qu'on est en train de travailler là-dessus, qu'une équipe a été missionnée par le CODIR pour faire ce travail. Évidemment hein, en lien avec le projet stratégique de changement. Ensuite, on a l'atelier qui permet de produire le cadre de référence, les objectifs et les indicateurs. Et puis ensuite, évidemment, il y a une validation CODIR. Hein, on ne fait jamais travailler un groupe de travail en disant bah, ce que vous allez produire, c'est acquis. Non, ce n'est pas acquis, c'est présenté. Le groupe est missionné par le CODIR et il valide, le CODIR valide, en général, en tout cas dans mon expérience, ça a toujours été validé à 100%. Il pouvait y avoir juste un mot à changer ou une bricole, mais l'avantage d'avoir tous les niveaux hiérarchiques, eh ben, ça permet d'avoir une adhésion derrière à la fois du CODIR et puis de l'ensemble des équipes. La présentation des résultats et du plan de mise en œuvre, c'est voilà, ça a été produit par l'équipe, voilà désormais notre cadre de référence qui va être diffusé partout. Et puis, l'avantage de ce groupe de 10 ou 15 personnes, c'est que bah, comme ils ont construit ce cadre de référence, ils vont être les premiers à en parler, à dire allez, on y va, on le fait, à le faire avec leurs équipes. Et donc, la diffusion se fait beaucoup plus facilement. Et puis, évidemment, ensuite, la mise en œuvre et l'évaluation des résultats. Et je souligne la dimension évaluation des résultats. On s'est donné des objectifs et on a des indicateurs. Des indicateurs. Moi, je suis un fervent adepte de la méthode OKR, Objective Key Results. Ne jamais avoir d'objectifs sans avoir des Key Results. C'est ce qu'on attend précisément de cet objectif. C'est quoi les livrables et qui est tout à fait en lien avec les indicateurs. Alors, voilà, grosso modo, en fait, les bénéfices qu'on peut avoir à travailler ou à faire travailler une équipe. Là c'est l'exemple d'un client avec lequel j'ai travaillé quelque temps. On a tous les niveaux hiérarchiques dans ce groupe de travail. Alors, c'était pas que le cadre de référence de conduite des réunions, parce qu'on a travaillé sur plein d'autres choses, mais ça amène une transversalité dans l'organisation qui est juste hallucinante. Donc, d'abord, le premier bénéfice, c'est, vous le voyez, hein, c'est du réel, c'est l'enthousiasme. Honnêtement, quand on responsabilise, quand on casse les silos, n'oublions pas que le silo est une conséquence. Hein. Le silo, c'est une conséquence d'un manque d'alignement des équipes sur un objectif commun. Voilà. Et c'est ce qu'on peut voir souvent, en tout cas régulièrement dans des CODIR où bah, finalement le DAF il gère ses sujets financiers, le RH il gère ses sujets RH. Or, ça c'est un problème parce que normalement un CODIR il porte, c'est l'ensemble du CODIR qui porte l'intégralité des enjeux de l'organisation. Alors, il y a un problème de bande passante. J'espère. Est-ce que vous m'entendez bien si vous pouvez me mettre un mot, parce que j'ai un problème de bande passante. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. OK. Donc, des équipes enthousiastes et de la transversalité, c'est absolument fantastique. Honnêtement, c'est juste génial de voir les équipes se mobiliser.
Un engagement des équipes pour porter les changements, évidemment. Des changements installés plus rapidement, tout se fait, alors beaucoup plus facilement, vraiment, vraiment plus facilement et moi, ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est l'enthousiasme. Honnêtement, moi, ce que j'observe, c'est que vraiment, il y a des ressources absolument colossales dans toutes les organisations et ce qui manque, en fait, c'est la capacité à les mobiliser sur un objectif commun et à les responsabiliser sur un objectif commun. Et quand on donne du sens et qu'il y a une intention positive, mais ça marche vraiment, vraiment, vraiment fort. Et donc, évidemment, on a une efficacité collective qui est grandement supérieure. Et puis, on a aussi une évolution culturelle qui est réussie. Parce que là, dans l'exemple de la conduite de réunion, si vous utilisez cette conduite de réunion comme levier de transformation, c'est véritablement une évolution culturelle que vous allez pouvoir mettre en place. Voilà, donc en fait, en conclusion, alors c'est vrai que j'ai peut-être été un peu rapide, je vais peut-être revenir sur certaines questions si c'était un peu rapide. La conduite réunion, c'est vraiment, vraiment un levier de transformation et un gain de performance collective. Maintenant, les enjeux, ils ne sont pas sur le contenu mais quelle méthode. L'enjeu n'est pas la méthode. L'enjeu, c'est vraiment, c'est quoi le lien avec la stratégie, c'est-à-dire ce changement qu'on veut en conduite de réunion, c'est quoi le lien avec la stratégie d'entreprise, comment on implique les équipes et comment on conduit le changement. La conduite du changement est absolument fondamentale pour réussir sur ce sujet-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il est 9h30, donc je suis pile poil dans le timing, mais c'est vrai que ça va un petit peu vite. Alors, pourquoi debout? En fait, Stéphanie, l'avantage d'être debout sur des réunions, bah, c'est qu'évidemment, on va plus facilement être présent dans la réunion et puis elle va durer obligatoirement longtemps parce que c'est fatigant, c'est de rester debout. Vincent, la posture attentionnelle propice à une bonne réunion. Alors, c'est plusieurs facteurs en fait. Là, on est sur le contenu de la méthode. Moi, ce qui me vient par rapport à ce sujet, c'est déjà le sens. Est-ce que le sens est explicite pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est concerné? Et comment je structure la réunion et j'annonce la manière dont la réunion va se dérouler, de manière à ce que chacun puisse se projeter. Et il y a un aspect également qui est essentiel, que je vois assez peu, c'est ce que j'appellerais l'inclusion, ce qu'on appelle en coaching l'inclusion, qui est de permettre en début de réunion à chacun de s'exprimer pour intégrer le groupe et qu'il y ait c'est comme un peu comme une mayonnaise. Hein, et ça, c'est vraiment créer les conditions de réussite d'une réunion. Alors, d'autres questions comment s'y prendre quand les réunions des équipes sont OK, mais pas les réunions du CODIR et les réunions animées par ses membres? Alors ça, c'est un problème. C'est un problème. Eh ben, ça passe par la prise de conscience, bah, des membres du CODIR de ce qui ne va pas. Alors, je sais pas, est-ce que vous l'avez exprimé et ça n'a pas été entendu? Alors, on peut utiliser la méthode de CNV, de communication non violente, par exemple, auprès d'un ou plusieurs membres du CODIR, en dire, bah, voilà, quand il se passe ça, ce type de réunion, voilà ce que ça me fait. Parce que moi, voilà ce que j'aimerais voir comme fonctionnement en réunion, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire ensemble. Et ça, c'est effectivement une difficulté que j'entends, bon, je ne veux pas dire régulièrement, mais que j'entends de temps en temps. Le mieux étant de sensibiliser déjà un ou plusieurs membres du CODIR. Alors ça, c'est pas possible de monter cet atelier-là sans l'adhésion du CODIR. C'est pas possible. En fait, c'est un vœu pieux. Pourquoi? Parce qu'un projet, quel qu'il soit, a besoin d'un sponsor. Alors là, on est vraiment purement dans la conduite du changement. Vous ne pouvez pas, Valérie, réussir un projet sans avoir un sponsor au CODIR.
Et d'ailleurs, ça n'est pas logique parce que la logique, c'est le rôle d'un codir, c'est d'identifier ou de déterminer quelles sont les priorités d'action et donc de déterminer les projets à bâtir pour répondre à la stratégie de l'entreprise. Donc, normalement, les sujets doivent venir du codir. Alors, si ce n'est pas le cas et qu'on est dans une approche je propose un projet, et ben, votre enjeu, là, Valérie, c'est d'aller chercher un sponsor dans le codir en disant, ben voilà, j'ai envie de faire ça pour telle raison, et j'aimerais que tu portes mon projet ou que tu me soutiennes dans le codir. Et sinon, le risque d'échec est extrêmement important si vous n'avez pas de sponsorship. C'est pour la première cause d'échec des projets, un défi de sponsorship. Combien de temps pour changer de culture de réunion dans les organisations avec des habitudes très ancrées? Alors, j'aurais tendance à dire stratégie des petits pas. Tout dépend de l'écart qu'il y a entre les pratiques actuelles et puis la cible, le cadre de référence qui va être construit. Mais j'aurais tendance à dire, je pense qu'en 2 ans, on peut vraiment installer de nouvelles pratiques. On ne peut pas imaginer de le faire sur un temps court, c'est obligatoirement du temps, c'est obligatoirement du temps long, mais en s'appuyant sur à chaque nouveau projet stratégique, c'est quelque chose qui peut se faire quand même dans un délai. Et 2 ans, pour changer ce type de comportement, changer des comportements en réunion, c'est significatif. Interdire les téléphones. Alors, moi, je ne suis pas trop un fan des interdictions, parce que l'interdiction, le risque, c'est d'avoir des gens qui se déconnectent psychologiquement. Je suis plutôt partisan quand je vois, moi, quelqu'un qui est sur son téléphone, je ne l'ai fait pas plus tard qu'hier. Hier, j'ai dit, ah bah tiens, on a perdu Laurent, parce qu'il était sur son téléphone. Donc, je ne l'ai pas interdit. Mais par contre, j'ai souligné qu'il était sur son téléphone et donc il n'était plus avec nous. Et évidemment, il a tout de suite arrêté. Donc, je pense que c'est très, 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 très important de donner du sens à ce qu'on fait et de poser les choses. Et si à un moment donné, vous avez la moitié des participants qui sont sur leur téléphone, interdire ne servira à rien parce que vous allez vraiment complètement les perdre. Par contre, ce qui peut avoir du sens, c'est dire, les gars, qu'est-ce qui se passe là on est en train de parler de ce sujet-là qui, il me semble, est stratégique ou important pour telle raison. Et puis, on a la moitié des participants qui sont sur leur téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et ça, poser sur la table une difficulté, ça a beaucoup, 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 beaucoup de sens. Et là, on est dans ce qu'on appelle une posture basse, c'est-à-dire on responsabilise, on pose la difficulté. Qu'est-ce que on a d'autres comme questions? Les gens ont du mal à se concentrer. Oui, 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 c'est vrai que les gens ont du mal à se concentrer, mais c'est pour ça qu'il faut avoir à la fois du rythme, mais il faut aussi que le sens soit clair, qu'on ait les bonnes personnes, être au clair sur la manière dont ça va se dérouler. Alors, oui, Cathy, je suis mais alors méga à 200 d'accord sur la webcam. Moi, on va pas dire que je l'impose, mais je la demande très fortement et je donne du sens au fait que y ait la webcam. Et d'ailleurs, il m'arrive de dire parfois, écoutez, quand vous allez en réunion, vous n'y allez pas avec une cagoule. C'est quand même beaucoup plus sympa. Moi, je trouve ça fondamental en fait d'être en webcam parce que sinon les gens sont pas complètement là. Alors, le sujet est venu du CODIR, le télétravail, mais les résultats n'ont pas été dans le sens de celui du CODIR. Les salariés souhaitaient plus de jours de télétravail, les fondateurs souhaitaient faire revenir les salariés. Alors ça, c'est un bon sujet. C'est important dans le cadrage, en fait, de savoir l'objectif qu'on va atteindre et d'être prêt à accueillir ce qui va être proposé ou défini par le groupe de travail. Sinon, ça s'appelle faire de l'effet frigo et c'est catastrophique. Et faire de l'effet frigo, c'est demander à des gens leur avis ou leur demander de produire quelque chose et puis ne rien en faire. Et ça, bah, c'est juste catastrophique. Donc, quand on démarre un projet,
faut aussi être en mesure d'accueillir les résultats. Alors, peut-être de les ajuster, mais en tout cas, d'être prêt à les accueillir et notamment d'être prêt, dans certains cas, à mettre des moyens. Euh, euh, Si on demande à une équipe de travailler sur des améliorations, mais que derrière, il n'y a absolument aucun budget pour pouvoir mettre en œuvre ces améliorations, c'est ce que j'appelle de l'effet frigo. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que ça annihile toute envie d'engagement, d'amélioration, et puis ça abîme considérablement la confiance avec les collaborateurs. Et ça c'est ce qui est le plus grave, en fait, parce que la première, l'élément clé dont on a besoin, c'est valable au niveau des managers, mais au niveau du codir, c'est la confiance, la confiance, la confiance, la confiance. Alors, une question intéressante sur quels sont les moyens pour conscientiser, mobiliser, responsabiliser l'équipe, une équipe de 5 personnes sur les enjeux, l'orientation, résultat. Eh ben, le meilleur moyen, en fait, c'est de co-construire. C'est de les co-construire ensemble. L'idéal, c'est de co-construire. Quand on est dans une approche top-down, c'est toujours un petit peu plus difficile d'embarquer les personnes. Donc, l'idéal, c'est de poser un objectif et dire, voilà, comment on fait, les gars? C'est quoi pour vous les enjeux qu'on a par rapport à cet objectif? Là, on est vraiment dans de la compétence d'animation et de facilitation. Alors, grande question des formateurs à distance, comment éviter qu'ils décrochent? Que faites-vous pour qu'ils accrochent? Alors moi, ouais, Jérôme, merci pour cette question. Moi, j'ai plusieurs techniques pour ça. Il y en a une qui marche très très bien à distance. C'est régulièrement de poser une question à quelqu'un, mais sans prévenir à l'avance. C'est-à-dire que dès le début, je vais dire, tiens, un tel, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, je le fais une ou deux fois, et après, ils savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent être questionnés, c'est pas interrogés, mais juste questionnés. Et ils se disent, attends, si je veux pas, j'ai pas envie d'avoir l'air d'un idiot, disant, zut, c'était quoi le sujet? Et tout de suite, ça les met dedans. Et ensuite, moi, j'ai une règle en distanciel, c'est d'interagir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il faut que si moi, c'est moi qui parle, pas plus de 8-10 minutes. Et après, je vais les faire interagir. Qu'est-ce que tu en penses? Ou alors, prenez votre téléphone, je vais vous faire voter sur un truc, mais les mettre en action. Très, très, très important de les mettre en action. Alors, un conseil sur le temps de réunion, Cathy, c'est une très bonne question et la réponse est pas simple, par contre, parce que ça dépend de l'objectif. Euh, euh, sur un point, par exemple, quand on fait des points réguliers, 15 minutes, ça peut être absolument parfait. Par contre, si vous avez un travail d'approfondissement où vous devez trouver de nouvelles solutions, de nouvelles options, ça va plus facilement être 2 heures. Mais il faut savoir que au-delà d'une heure, 1h15, on commence déjà à avoir de réels déficits d'attention. Donc, ce qui est important, en fait, c'est vraiment d'aligner la modalité de la réunion en fonction de l'objectif. Et ça, pour moi, ça fait partie du cadre de référence de la conduite de réunion. Et quand moi, quand je le facilite, quand je l'accompagne, j'amène des inputs sur des bonnes pratiques. Et puis ensuite, c'est le groupe qui décide. Voilà, le PowerPoint, alors ils sont pas communiqués, mais vous allez avoir le replay. Donc, si vous voulez retrouver des infos, vous les aurez dans le replay. Voilà, alors préférence pour le format 2 fois 1 heure pour des sujets complexes. Valérie, je peux pas répondre oui ou non parce que j'en sais pas assez. Donc, si vous voulez, prenez un rendez-vous sur mon agenda et puis je répondrai plus précisément à vos questions. Voilà, écoutez, on approche de la fin de cette conférence. Voilà, j'aime bien commencer à l'heure, mais j'aime bien aussi finir à l'heure. Je trouve que c'est du respect pour tout le monde, en fait. Je trouve très désagréable, personnellement, quand je prévois un temps pour
un temps donné. Moi, j'aime pas de me dire: «Bah, tiens, zut, je peux pas avoir la fin de la réunion parce qu'il y a un dépassement». Et je trouve cette rigueur dans les réunions, elle est importante, sauf si tout le monde valide qu'on dépasse, la réunion, hein. Et là, on est vraiment dans un sujet de structure, hein. C'est le 3e pilier que j'évoquais tout à l'heure. Et bien, écoutez, ravi d'avoir été avec vous ce matin, même si je ne vous ai pas entendu. J'aurai plaisir à vous retrouver un mot sur la prochaine conférence. La prochaine conférence sera sur le pilier, le premier pilier dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'ancrage des exécutives pour réussir les transformations. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Moi, j'adore travailler avec les CODIR parce que, en fait, c'est vraiment balayer les escaliers par le haut, hein. Quand on permet à un CODIR de mieux fonctionner avec des personnes qui sont bien ancrées, un cap qui est clair, et ben derrière, ça suit et ça pulse, hein. J'étais pas plus tard qu'il y a quelques jours avec une société où il y a un vrai déficit de leadership. Et moi, j'étais en relation pour une mission avec les managers opérationnels, et ils sont frileux. Ils sont frileux à prendre des initiatives. Et ça, c'est vraiment une conséquence. C'est vraiment une conséquence. Donc, l'ancrage des exécutives est absolument fondamental pour réussir les transfos. Et puis, je vous donnerai des détails là-dessus le 31 mars à 9 heures. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis au plaisir de vous retrouver prochainement. Bye bye.